Bonjour, bienvenue. Donc pour ce 7e cours, nous allons aborder donc les limites du calcul quantique. Donc nous sommes dans la 3e partie du cours. Donc les limites du calcul quantique, je vais le présenter de deux façons. Déjà voir qu'est-ce qu'il est possible de simuler classiquement, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il est impossible de faire quantiquement. Et ce sera tout à fait en accord avec le séminaire qui suivra, qui essaiera de faire le point où on est aujourd'hui en termes de supériorité ou de suprématie quantique. Alors donc le premier aspect, c'est voilà, au fond jusqu'à maintenant, on a présenté des algorithmes quantiques. On a clamé leur supériorité, mais on ne l'a jamais vraiment vérifié, ni essayé de voir s'il y avait une possibilité de faire classiquement ce qu'on faisait quantiquement. Donc la première façon d'aborder le sujet, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut simplement simuler un algorithme quantique? Et quel coût ça a? Alors, je vous rappelle que notre objet de base pour écrire les algorithmes quantiques sont les circuits quantiques. C'est vraiment ça que nous allons étudier en termes de simulation. Donc un circuit quantique est composé de portes, qui sont des petites transformations qui agissent sur peu de qubits, en pratique au plus 3. Elles sont composées sous forme dans un diagramme, et les portes sont composées donc soit en série, soit en parallèle. Il y a deux complexités qui sont importantes, qui caractérisent un peu la difficulté de notre circuit. La taille, ou le nombre de portes, donc ici, sur mon exemple, le nombre de portes, c'est 4. Et la profondeur, c'est un petit peu plus subtil, c'est le nombre de portes qu'on rencontre sur un même fil. Okay, et donc on voit ici la profondeur, si je ne me suis pas trompé, doit être 2. Et qu'est-ce qu'un algorithme quantique? Donc c'est un petit peu plus compliqué qu'un circuit en pratique. En pratique, on a plusieurs phases. Il y a d'abord il y a du calcul classique sur la mémoire classique, autant utiliser ce qu'on sait faire facilement. Il y a des opérations quantiques sur une mémoire quantique, et là, en général, c'est un circuit. Et il y a une interaction entre les deux. J'ai essayé de représenter un peu schématiquement. C'est des choses qu'on a vues dans le cours 3 et 4. Donc, en général, on décrit classiquement le circuit. Donc, on le décrit. Donc, c'est dans un langage de programmation, on va décrire le circuit. Il y a la partie réalisation physique du circuit. Donc, c'est la partie la moins au point actuellement. Ça va dépendre de la technologie. C'est la partie compilation. Donc, on envoie, on réalise ce qui est décrit par le programme, et puis on va observer ce qui est en sortie de ce circuit, donc obtenir une sortie classique, probabiliste, et en fonction de ce résultat, on va éventuellement poursuivre le calcul en construisant un nouveau circuit. Donc ça, c'est le schéma interactif. Deux choses à dire, c'est que cette interaction, d'un point de vue théorique, n'est pas nécessaire. On pourrait supposer qu'il n'y a qu'un seul circuit quantique. Ça nous compliquerait un peu la vie, mais c'est possible. On avait vu dans le cours 3 que tout ce qu'on faisait classiquement, on pouvait faire quantiquement. En pratique, on fait ça, mais d'un point de vue théorique, un seul circuit comme ça suffit. De toute façon, le nœud de guerre, c'est bien la réalisation du circuit quantique. Donc, ce qui va suivre l'ensemble de ce cours, on va se poser la question de ce qu'on peut faire et comment simuler un circuit quantique uniquement. Je vais enlever tout le reste. D'accord ? Donc, je me concentre sur le circuit quantique. Alors, voici une première simulation simple, et puis il faut définir la problématique. Que veut dire simuler? Donc, là, c'est la simulation idéale qu'on aimerait faire. Donc, on a en entrée n bits classiques, qui sont une description, donc n mots binaires, aucune superposition, suivi par un circuit quantique qui va agir sur ces n bits-là, composé d'un certain nombre de portes que je vais appeler grand T. Et en sortie, j'observe tout. Je vais donc avoir à nouveau des bits classiques, aléatoires, probabilistes, donc une distribution, je les appelle Y, et je voudrais donc avoir en sortie les Y distribués probabilistiquement, comme si j'avais effectivement réalisé le circuit C, avec entrée X. Alors il y a deux approches, il y a plusieurs approches, mais aujourd'hui je présente deux approches. Donc l'approche qui est actuellement appelée l'approche Schrödinger, qui consiste, après chaque porte, calculer la superposition totale. C'est-à-dire, on parle classiquement, c'est la simulation, c'est-à-dire avoir les amplitudes sur tous les mots de n bits possibles. Donc,
je pars de n bits, je suis en superposition sur tous les mots de n bits, j'ai donc 2 puissance n amplitude. Donc nécessairement, en termes d'espace, c'est 2 puissance n, même réel, a priori. Et donc l'approche va être, on commence la superposition initiale, là, avant la première porte, en fait, ce n'est même pas une superposition, c'est un état classique, x. Et puis, je vais calculer l'état de mon système après chaque porte. Et là, je vais les séparer, vraiment après chaque porte, une par une. C'est vraiment le plus simple qu'on peut essayer de faire, le plus simple. Je ne prétends pas que c'est la meilleure approche possible, mais c'est le plus simple. Alors, pour essayer de simplifier un petit peu, si vraiment je voulais coder ça, je vais peut-être me mettre quelques contraintes sur mon circuit. Ce que je vais faire, ces contraintes ne sont pas restrictives, en fait. On peut montrer que n'importe quel calcul quantique peut se faire avec ces portes-là. Donc, je vais avoir d'une part des portes classiques, c'est-à-dire qui envoient un bit classique sur un bit classique, donc, qui sont bien sûr réversibles vu qu'on fait du quantique. Donc il y a la porte négation, la porte contrôle note, on avait vu, et topholie, pas très important, c'est contrôle note, c'est une autre porte qui agit sur 3 bits. Avec ces 3 portes, je peux faire tout calcul classique. Et je vais rajouter une seule porte quelque part quantique, qui est la porte de Hadamard. On avait vu que c'était un système universel, c'est qu'on peut approcher tout circuit quantique avec ces portes-là. Alors, si vous êtes attentif, vous pouvez peut-être vous dire qu'il n'y a plus de nombres complexes. En fait, ce n'est pas grave, on peut se débrouiller quand même. C'est intéressant de savoir qu'on peut se passer des nombres complexes si on le souhaite en calcul quantique. Et donc, j'ai juste une seule porte de Hadamard. Tout le reste est classique, et je vous rappelle ce que fait la porte Hadamard. Elle envoie un bit B sur une superposition uniforme de 0 et 1 avec un signe plus ou moins 1 en fonction de la valeur de B. Si B égale 0, c'est plus, si B égale 1, c'est moins. Donc, le fait de modéliser, de contraindre un peu mon circuit comme ça, on se rend compte qu'au fond, je ne vais pas avoir des réels quelconques en sortie. Les réels viennent à cause des portes de Hadamard. À chaque fois que j'ai une porte de Hadamard, j'ai un racine de 2 qui apparaît. D'accord. Donc, du coup, au final, les amplitudes sont la forme A sur 2 puissance K, où K est le nombre de portes. Et puis, en fait, on peut voir, j'ai été un petit peu rapide. Donc, c'est 2 sur... Voilà, c'est des racines de 2. Donc, 1 sur 2, racine de 2 puissance K, avec A un entier. Du coup, on a un codage informatique très propre. Et donc, l'espace nécessaire, du coup, c'est avoir des entiers, les A, 2 puissance n, au plus, alors j'ai encore été trop vite, donc c'est au plus de l'ordre de k bits. Et ça prend du temps. Pourquoi ? Parce qu'à chaque porte, peu importe la superposition, on peut voir qu'une porte va modifier potentiellement toutes les amplitudes. Donc chaque étape va me demander un temps 2 puissance n. Donc c'est un peu long. L'espace est 2 puissance n, et à chaque étape, j'ai 2 puissance n. Donc, déjà, c'est rassurant, c'est qu'on arrive à le faire. Et voici la complexité finale. Une mémoire de l'ordre de 2 puissance n. Alors, K, c'est petit, pas par rapport à n, à 2 puissance n. Et un temps de l'ordre de 2 puissance n par porte. Donc, si la taille du circuit, c'est T fois 2 puissance n. Donc, je suis exponentiel dans les deux cas. Néanmoins, donc, c'est un algorithme qui fonctionne jusqu'à des valeurs de n pas trop élevées. Ça, c'est la première simulation simple. Alors, on pourrait essayer de vouloir faire mieux quand même. Alors, la première chose à remarquer, c'est qu'on a fait trop quelque part. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a calculé l'état du système. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on a calculé la superposition exacte, alors qu'en sortie, je ne voulais pas ça. Je voulais juste un Y distribué selon la loi de probabilité. Je ne voulais pas toute la superposition et du coup toute la description de la distribution. Là, j'ai carrément toute la description. Je ne veux pas tout ça. Donc peut-être qu'on peut faire mieux. Alors, essayons de voir déjà peut-être classiquement comment on ferait, parce qu'on sait simuler un fond de calcul classique assez facilement. Donc je vais considérer une porte qui est presque la porte de Hadamard. Oh là, je ne voulais pas faire ça, bien sûr. Qui est presque la porte de Hadamard, mais en fait, c'est une porte classique que j'appelle pile ou face. Peu importe ce que je mets en entrée, en sortie, j'ai un bit aléatoire. Et imaginons que je fasse une série de 2 portes pile ou face. Et si on doit représenter ce qu'on appelle les chemins de calcul. Donc, je fais un premier pile ou face. J'ai par exemple plus 0 avec probabilité 1,5. Donc,
Puis, je fais un autre pile ou face, et j'ai par exemple eu 1 avec probabilité 1,5. Si je fais le produit des probabilités selon le chemin, on voit que dans ce cas-là, je suis arrivé ici en 1 en suivant ce chemin avec probabilité 1/4. Donc voici une proposition de simulation assez simple, assez triviale. C'est si j'ai un circuit probabiliste, à chaque fois que je vois une porte, je choisis avec probabilité 1,5 d'aller à gauche ou à droite. Parce que c'est une porte pile ou face. Et au final, je vais avoir un résultat qui sera distribué avec une probabilité qui correspond au produit des probabilités que j'ai rencontrées le long du chemin. Quelle est la probabilité totale d'échantillonner, la probabilité finale d'échantillonner en sortie? J'aurais soit échantillonné, par exemple, alors si je regarde 0, plutôt 1/4 ce 0-là, 1/4 ce 0-là, et donc les probabilités se somment, et j'aurais bien échantillonné 0 avec probabilité 1,5. Donc je suis en train de dire que dans le cas probabiliste, pour simuler un circuit probabiliste avec de telles portes, il suffit de choisir au hasard à chaque choix probabiliste, en tirant à pile ou face, et de continuer le calcul de façon déterministe en supposant avoir fait ce choix. Et au final, j'aurai une distribution, donc éclatée sous forme d'arbre, mais le résultat correspondra à la distribution de probabilité qu'on veut simuler. Donc pourquoi ne faisons-nous pas ça en quantique, au fond, hein? Alors essayons en quantique. Donc j'ai mis 2 portes de Hadamard. Supposons par exemple que cette fois-ci, je vois une porte de Hadamard. Donc je sais que je n'ai pas des probabilités, j'ai des amplitudes. Et essayons de retenir simplement les amplitudes que nous avons au fur et à mesure de nos choix. Disons, je vais à gauche, je fais un choix non déterministe, mais je retiens que c'est avec amplitude 1 sur racine de 2. Donc je retiens ce 1 sur racine de 2. Puis là, j'ai envie d'aller à droite, donc je vais aller à droite avec l'amplitude 1 sur racine de 2. Donc j'ai envie de dire que le long de ce chemin, je suis arrivé en 1 avec une amplitude qui est le produit des amplitudes, donc 1,5. Et c'est vrai, au fond, je suis arrivé, effectivement, c'est de l'algèbre linéaire, je suis arrivé en 1 avec amplitude 1,5. Le problème, c'est les nombres négatifs. C'est qu'il y a un autre chemin pour lequel je vais aussi arriver en 1, mais avec amplitude moins 1,5. Donc si je m'arrêtais là, et comme en probabiliste, je me disais, je suis arrivé en ce 1 avec probabilité 1,5, donc renvoyons ce 1 avec probabilité donc 1/4, j'aurai un problème parce que normalement, je ne dois jamais voir de 1. Alors, ce que j'essaie de vous montrer avec ce petit exemple, c'est que le calcul le long d'un chemin se fait avec peu de mémoire. Le problème, c'est qu'à l'issue de ce chemin, on ne peut rien déduire sur l'amplitude finale de mon état. Je ne peux rien. Le problème, c'est que j'ai des amplitudes qui peuvent donc être très grandes. Donc, très grande ici veut dire proche de 1. Alors qu'à la fin, elles vont tous s'annihiler les unes avec les autres. Donc, elles ont des interférences constructives, mais aussi destructives. Donc, avant de dire qu'ici, l'amplitude, de conclure qu'il y a une amplitude de 1, il faudrait que j'énumère tous les chemins possibles qui mènent jusqu'à 1. Et là, je somme toutes les amplitudes et j'ai bien la bonne amplitude de 1. Donc, essayons de faire un algorithme qui corresponde à ça. Alors, ça a été fait, ça s'appelle l'approche dite de Feynman. Je vais simplifier un petit peu le problème pour éviter de trop de calculs. Donc, le début, j'ai juste simplifié le circuit. Donc, j'ai toujours en entrée mes n bits classiques x. J'ai un circuit, j'ai un nombre de portes t. Et parmi ces portes, j'ai k portes de Hadamard. Et les autres, comme tout à l'heure, sont classiques. Et là, je n'ai pas demandé d'échantillonner, parce qu'on voit que déjà, c'est un petit peu compliqué de calculer les amplitudes. Je vais simplement essayer de demander quelle est l'amplitude sur un état très spécifique, tout à 0. J'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre, tout à 0. Et essayons de voir. Alors, l'idée, ça va être d'énumérer tous les chemins qui nous mènent à 0 pour collecter les amplitudes au fur et à mesure. Donc, j'ai fait un petit exemple ici. Alors, j'ai mis 3 portes de Hadamard pour que ce soit intéressant. En entrée, je commence avec, là, j'ai qu'un seul bit, donc à 0. Et je vais encoder le chemin par une séquence de k bits. Ici, k égale 3, c'est le nombre de portes de Hadamard qu'on peut rencontrer dans le circuit. Donc ici, j'ai pris ce choix 1, 1, 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je commence de 0, ça veut dire que je vais
suivre le chemin de calcul en supposant que je vais vers 1. Okay. Et là, mon signe, S va représenter le signe de l'amplitude, c'est 1 sur racine de 2 et c'est bien plus 1. Ensuite, deuxième étape, j'ai encore un 1 ici, donc je continue d'aller vers 1. Et là, on voit que je rencontre un signe moins. Donc le signe devrait devenir moins 1. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'état 1 et on regarde la contribution de l'amplitude qui consiste à rester dans 1. Hadamard envoie 1 sur 0 moins 1. Et le dernier choix, c'est 0. Donc dans ce cas-là, je fais un choix Hadamard, donc je retourne vers 0. Et donc en multipliant les amplitudes, on voit qu'au final, on arrive à une contribution sur 0 qui est donc moins 1 de puissance 3. Donc, si maintenant je le mets donc, en code algorithmique, donc je pars d'une configuration qui correspond à x, un signe qui est plus 1, x parce qu'il n'y a pas de signe au début, je suis juste x, et la première porte de mon circuit, j'appelle G. Si G est cyclique et classique, là, simplement, je transforme ma chaîne de n bits en appliquant ma porte. Donc, soit je fais la négation d'un bit, soit je fais un contrôle node, etc. À chaque instant, je n'aurai pas de superposition. Je n'aurai qu'une chaîne de n bits. Donc, je ne suis pas dans la situation de tout à l'heure où ça peut me prendre un temps exponentiel. Ça me prend un temps constant. Si la porte maintenant est quantique, donc Hadamard, c'est là qu'il faut que je suive le chemin de calcul. Donc, je regarde le prochain bit de mon chemin. S'il est 1 et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est où est-ce qu'il est appliqué la porte de Hadamard. Donc, j'ai appelé l'indice I. Et si le im bit de Y est égal à 1, ça correspond à un chemin de ce style-là, où donc j'ai introduit un signe moins, donc je dois changer l'amplitude. Donc, c'est ce que je fais, je change l'amplitude. Et bien sûr, je modifie le im bit qui doit prendre cette valeur. Et en faisant ça, j'ai calculé l'amplitude selon un chemin qui arrive à une certaine configuration y, donc un certain mot de n bits. Notre objectif, c'est l'amplitude sur 0,000. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant énumérer tous les chemins qui mènent à 0,0. Ce n'est pas tous, il y en a certains. Je ne vais pas dire comment les énumérer, mais c'est facile à faire. Il suffit de le faire un par un. En revanche, ça va me prendre un temps exponentiel. Il y en a beaucoup de chemins. Donc, il y en a effectivement de l'ordre de 2 puissance k. L'amplitude, comme tout à l'heure, c'est S, donc va maintenant être le signe que je calcule, normalisé par le nombre de fois que j'ai vu une porte de Hadamard. Et donc, je vais sommer, comme ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'espace est resté petit. Voilà, très, très petit. Il est linéaire. Le temps est resté très grand. Et on peut faire mieux. On peut faire, bien sûr, beaucoup plus de choses. Donc, un exemple récemment, en fait, comme quoi il y a beaucoup d'activités sur cette thématique. Si la profondeur du circuit est petite, on peut faire interagir, on peut faire intervenir la profondeur dans la complexité. C'est intéressant. On a l'impression ici qu'on gagne tout le temps par rapport à l'approche précédente. Je n'ai pas résolu exactement le même problème. J'ai regardé une seule amplitude. Donc, si je veux regarder la probabilité distribution, ça va être un petit peu différent. Et en fait, je vais avoir un autre facteur exponentiel qui va arriver. Donc, en fait, en temps exponentiel, si je regarde le même problème que précédemment, c'est beaucoup plus long. Mais ça reste juste exponentiel, donc pour le même ordre de grandeur, on va dire. Mais en pratique, on pourra aller un peu moins loin dans la simulation. Ce qui est important, c'est que l'espace est petit, parce qu'au fond, la contrainte que moi, qu'on ne peut jamais contourner, c'est l'espace. S'il vous faut un espace mémoire qui est plus grand que le nombre de particules de l'univers, vous ne pouvez pas. S'il faut attendre 10 ans un calcul, il faut attendre 10 ans. Okay, ce n'est pas la même contrainte. Donc voici où on en est. Voici des exemples caractéristiques de ce qu'on peut faire. Il y a d'autres travaux que je ne présente pas qui s'intéressent à ne pas calculer exactement, mais calculer avec un certain taux d'erreur. Et là, on peut faire encore beaucoup plus vite. Et ça, c'est des choses qui sont importantes quand on compare un peu la suprématie quantique avec ce qu'on sait faire actuellement. Alors, ça nous amène naturellement vers les classes de complexité, c'est-à-dire, au fond, comment comparer le calcul quantique au calcul classique. C'est les classes de complexité. Je vais présenter un peu le domaine, et puis on va voir un peu où se situe le calcul quantique là-dedans. Donc, je vais expliquer ce schéma après, ne vous inquiétez pas. Alors, quelle est notre motivation ici? C'est de comprendre de façon générale. La théorie de la complexité, c'est de comprendre les limites calculatoires des ordinateurs.
quel qu'il soit. Et il y a deux façons de regarder ça, soit de façon qualitative, on parle de calculabilité, soit quantitative, on parle de complexité, et aujourd'hui on va parler de complexité. Et complexité veut dire mesurer le nombre de ressources nécessaires, et il faut choisir ce qu'on veut mesurer. Ça peut être le temps, ça peut être l'espace, le nombre de processeurs quand on est en calcul parallèle, pour résoudre un certain problème. Et donc bien sûr, il faut fixer le modèle de calcul, déterministe, probabiliste ou quantique aujourd'hui, et dire ce qu'on mesure. Et ce qu'on aime faire, c'est une cartographie des problèmes. On aime cartographier, ce problème est facile, ce problème est difficile, ce problème nécessite tant de temps de calcul, tel espace. Et ce qu'on aime, c'est avoir des problèmes représentatifs. Dire, voilà, cette difficulté est capturée par ce problème. Ça s'appelle des problèmes complets. Si vous résolvez un problème complet, vous résolvez tous les problèmes de la même classe. Donc ça, c'est des choses qu'on aime bien faire et qui occupent l'informatique théorique depuis son origine. Alors, je vous cite quelques genres de problèmes pour que vous voyez quels genres de problèmes sont utilisés pour ce genre de cartographie. Donc, il y en a un que vous utilisez tous les jours sur votre téléphone, par exemple. C'est le plus court chemin d'aller à un point ou à un autre. L'autre, c'est factoriser les nombres. On a vu un algorithme de Shor pour faire ça. C'est un problème qui a l'air en revanche difficile, classiquement. Un autre problème, c'est tout ce qui pourrait servir pour assurer la sécurité de ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Quels sont les problèmes qui permettraient de faire une cryptographie à clé publique, mais qui résisterait à des attaques quantiques, ce qui n'est pas le cas de la factorisation. Après, il y a des problèmes qu'on a un peu vus il y a 2 semaines sur résoudre des problèmes de satisfaction ou de contraintes, qui sont des problèmes très importants. Et bien sûr, ils sont de plus en plus durs, mes problèmes. Et le dernier, c'est le problème de décider si une machine de Turing s'arrête sur une entrée donnée. Alors, ça a l'air mathématique, ça veut aussi dire est-ce qu'un programme écrit a une boucle infinie. Exemple de problème. Alors, et donc voici mes classes. Alors, ça fait, donc, la classe P, c'est tout ce qu'on peut faire en temps polynomial. Alors, vous voyez, les classes de complexité sont définies de façon asymptotique. C'est-à-dire qu'on regarde quel est le temps qu'on met par rapport à la taille de notre entrée. Et le temps polynomial, ça peut être linéaire, quadratique, cubique. Vous voyez, là, je ne m'intéresse même pas à l'exposant. On regarde vraiment de très loin les choses. Alors, j'ai mis décidable parce qu'en pratique, si on veut être formel, on regarde des problèmes de décision. Bon, ici, on va simplifier le calcul, on va dire ce qu'on peut calculer. Donc ça, c'est des problèmes, on va dire, faciles, même si c'est en temps n puissance 17. Même si d'un point de vue pratique, c'est difficile. Mais disons que c'est facile. Exp, c'est le temps exponentiel. C'est très, très dur. Alors, il y a une classe intermédiaire, en fait, qui est intéressante, classe NP. Alors, on ne peut pas calculer, mais on peut vérifier en temps polynomial. On me donne la solution, je peux la vérifier. C'est bien de pouvoir vérifier ce que fait un ordinateur. Et c'est ce que j'appelle les problèmes stratégiques, parce que énormément de problèmes de la vie de tous les jours industriels sont dans cette classe. L'autre, c'est ce qu'on appelle P-space, donc c'est ce qu'on peut faire en espace polynomial. Alors, je mets déterministe à chaque fois pour le moment, c'est-à-dire, voilà. Donc, mais en fait, ici, c'est des choses très difficiles, parce qu'il n'y a pas de contrainte sur le temps. Mais on dit, voilà, au moins l'espace est polynomial. Alors maintenant, mettons un peu de probabilité. Donc, si je m'intéresse à des algorithmes probabilistes, je peux tout redéfinir. Donc, ici, je le fais avec la classe P, donc on l'appelle BPP. Donc, c'est ce qu'on peut calculer avec peu d'erreurs. Alors, qu'est-ce que l'erreur ici? Ce n'est pas l'approximation, c'est que l'algorithme parfois se trompe à cause des choix aléatoires qu'il fait. Mais il se trompe avec probabilité petite. Et petite, c'est surprenant au début, mais on l'a fait plusieurs fois dans le cours. C'est plus petit qu'une constante, donc un tiers, c'est bien. Ce qui nous permet d'avoir une majorité, si vous voulez, des résultats, au moins 2 tiers qui sont corrects. Donc on peut amplifier ça avec une probabilité d'erreur aussi petite qu'on veut très facilement. La classe MA est moins connue, c'est l'équivalent de NP mais probabiliste. Et là, j'ai mis des points d'interrogation parce que je ne sais pas si c'est traitable, très difficile ou stratégique en quantique. Ça va dépendre de ce qu'on arrive à faire. Et donc l'équivalent de la classe P en quantique, c'est BQP, et l'équivalent de la classe NP, c'est ce qu'on appelle QMA. Donc c'est bien de définir des classes, on fait des relations, mais au fond, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Alors on peut déjà utiliser un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
On a vu que ce qu'on savait calculer en temps par un circuit, on savait, au fond, le simuler en temps exponentiel. Ça nous dit, au fond, que BQP est inclus dans exp. Et on a vu aussi qu'on pouvait le faire en espace polynomial. Donc, en fait, BQP est aussi dans PSpace. Alors, on sait un petit peu plus. Donc, les gens font ce genre de diagramme. Et j'ai voulu le mettre pour deux raisons, vous allez voir. C'est que ce diagramme se lit du bas vers le haut et c'est que de l'inclusion à chaque fois. Donc P est dans. P est dans NP, donc P est inclus dans NP. Donc ce qu'on sait calculer, on sait le vérifier, bien sûr. Il suffit de le recalculer. C'est un peu naïf, mais c'est la réponse du mathématicien. Et il y a $1 million, c'est le prix Clay en 2000 pour celui qui arrivera à savoir si c'est la même chose ou pas. Donc on ne sait même pas si P égale NP ou P différent de NP. Et donc vous doutez que toutes les autres inclusions, si même cette question simple on ne sait pas répondre, toutes les autres inclusions qui suivent, on ne sait pas si elles sont strictes ou pas. Donc il se pourrait très bien que donc le NP quantique soit égal au P classique. C'est possible. Okay. La seule chose qu'on sait, c'est la différence entre le début et la fin, c'est ce qu'on sait faire en temps polynomial, c'est beaucoup moins de ce qu'on sait faire en temps exponentiel. Autre chose intéressante, je ne l'ai pas mis, mais une grande partie de la communauté pense que P égale BPP, ce qui veut dire que ce qu'on sait faire en temps polynomial probabiliste, c'est la même chose qu'en temps polynomial déterministe. Donc on ne gagne pas. Alors, retenez que temps polynomial, je vous ai dit, pour moi, temps linéaire ou n puissance 17, c'était pareil, donc, à cette approximation près. Alors ça, c'est ce qu'on sait, donc c'est peu de choses, c'est que des inclusions. Puis il y a ce qu'on croit. L'autre, c'est un peu ce qu'on croit. Voilà. Et donc, dans ce qu'on croit, j'ai quand même rajouté plusieurs choses. Alors, il y a quand même des choses qu'on croit et des choses qu'on sait. Le problème de l'arrêt, je vous dis savoir si un programme va s'arrêter ou si. Ça, c'est un problème qui n'est pas décidable et donc qui est en dehors. Et là, on sait que c'est complètement en dehors de toutes ces classes, que ce n'est pas décidable, peu importe le temps, l'espace. Okay. Il y a les problèmes complets, donc j'ai cité un petit peu sur un pointillé. C'est des problèmes, si on les résout, on résout tous les problèmes de la classe, donc ça, on le sait. Mais ce qu'on croit, c'est que toutes ces classes sont au fond séparées. Mais je n'ai pas de preuve. Donc, je n'ai pas mis non plus la classe, vous pouvez être surprise, BPP, donc temps polynomial probabiliste, parce que je vous dis, on croit que BPP égale P. Donc, je n'ai pas mis ça. On pense que la classe quantique polynomiale, voyez-vous, donc elle a une forme qui va un peu partout. On ne pense pas qu'il y ait une inclusion très propre à l'endroit. On ne croit pas que la classe quantique polynomiale récupère toute la classe NP, donc ne récupère pas les problèmes complets. Voilà. Donc au final, on ne sait pas grand-chose. On croit des choses. Et pour faire ce genre de diagramme, on fait des conjectures et on déduit de ces conjectures d'autres séparations. Si telle classe est différente de celle-là, alors celle-ci va être aussi différente de celle-ci. Donc je pourrais m'arrêter là, mais bien sûr, on n'est pas satisfait, donc on continue. Et donc, il faut mesurer autre chose, ou faire d'autres hypothèses. Donc c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Et on va s'intéresser à une nouvelle sorte de complexité, alors, nouvelle pour nous, par rapport à ce début de ce cours, mais c'est une complexité qu'on a beaucoup étudiée dans ce cours, la complexité en requête, la complexité par oracle. Alors, pour motiver un petit peu ce qui nous motive à regarder ce modèle pour étudier la complexité d'un problème, sachant qu'on est très limité à prouver qu'un problème est difficile, ne serait-ce que savoir si son temps est au moins exponentiel ou ce genre de choses, ça va être encore plus dur pour dire qu'un problème a une complexité au moins quadratique, par exemple. Là, c'est quasiment impossible. Donc, prenons l'exemple très simple que je pense que vous connaissez tous, c'est le tri d'un tableau. Donc j'ai montré n entier, et en sortie, je veux ces mêmes nombres, mais triés. Donc mathématiquement, je les ai triés selon une permutation. Quelle est la complexité de ce problème? Alors, rapidement, on a envie de dire n log n. Mais pourquoi? Et en fait, ça dépend de l'accès à l'entrée. Donc si je peux faire que des comparaisons, voilà, l'algorithme de tri que vous connaissez peut-être fait n carré, si vous l'améliorez, il va faire jusqu'à n log n. Mais en fait, on peut faire mieux. Donc si je vous dis que les entrées, je peux y accéder par valeur, qu'en plus c'est des entiers entre 0 et n-1, il y a un algorithme qui marche en temps linéaire.
Donc, on voit que la réponse, ce n'est pas n log n. Ça dépend de l'entrée, ça dépend de comment on y accède. Et donc, ce domaine de la complexité s'appelle l'étude des arbres de décision ou la complexité en requête. Alors, on va formaliser un petit peu. Donc, on va supposer qu'on n'a pas accès à l'entrée. Il faut payer pour avoir accès à l'entrée. Donc, ça a un coût. L'entrée, donc par exemple une suite de n bits, grand n bits, si je veux le im bit, je dois faire une requête à un oracle, une machine ou une donnée qui est dans le cloud, j'envoie un mail, quel est le im bit? Je reçois un mail, c'est 0. Donc ça m'a coûté un mail. Combien de mails je dois envoyer pour calculer une fonction? Alors, j'ai dit qu'on avait déjà étudié ce genre d'accès à Oracle, sauf qu'avant, dans les cours précédents, je parlais de fonctions qu'on n'accédait pas au Oracle. En fait, c'est la même chose. La fonction, je disais qu'elle allait des entiers vers 0,1. Eh ben, on peut voir très bien une suite de n bits comme une fonction, c'est la table de la fonction. En fait, c'est la même chose, je change de vocabulaire, c'est plus agréable pour moi ici. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en quantique d'accéder à une telle donnée? Ça veut dire avoir accès à cet oracle-là, à cette transformation unitaire, que j'appelle O indice X, qui prend en entrée donc le bit que je veux lire, l'indice du bit que je veux lire, un bit B, et va me faire le OU exclusif entre ce bit B et la valeur que je veux lire. Donc ça, c'est important de faire ce OU exclusif pour avoir une opération qui est réversible, donc unitaire. Si B égale 0, ben j'envoie I0 sur IXI. Et si je remets XI ici, IXI va s'en aller sur IXI plus XI, qui est une somme modulo 2, donc qui va me renvoyer sur 0. Donc on voit qu'on est réversible, c'est important. Et encore une fois, ça correspondait à ce qu'on avait fait avant, mais avec une fonction. Alors, en théorie, c'est très utile de modéliser l'accès, parce que là, on va pouvoir contraindre la façon dont l'algorithme utilise l'entrée et prouver des résultats d'impossibilité. Dire, par exemple, que tel problème, la complexité est au moins n log n pour le tri. En pratique, c'est aussi une façon de modéliser des aspects d'implémentation, par exemple en disant supposons qu'on ait accès à une mémoire RAM quantique. C'est un modèle de calcul particulier. Je suppose l'existence d'une telle mémoire, je ne m'intéresse pas à la réalisation. Donc, si elle est réalisée, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ce genre d'oracle. Et d'un point de vue aussi algorithmique, on peut imaginer que l'oracle est en fait le résultat est implémenté par un autre algorithme. Ça introduit, si vous voulez, la notion de sous-procédure au fond dans les circuits. Et c'est ce qu'on avait fait dans l'utilisation de Grover pour résoudre les problèmes de satisfaction. Donc c'est un modèle qui, au fond, est assez naturel pour plusieurs raisons et qui est beaucoup, beaucoup utilisé. Alors revenons sur le tri. Comment on peut montrer une borne inférieure au tri, sachant que j'ai au fond que n valeurs? Donc en l'impression, il suffit que je regarde toutes les valeurs et le nombre de requêtes sera au plus n. Eh bien, il faut contraindre le fait qu'on ne peut faire que des comparaisons. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au n nombre à trier, on a accès aux comparaisons. Donc du coup, ma séquence de bits, ça va être en fait une séquence de n carré bits. Les questions vont être des paires d'entiers, IJ, et on répond par exemple 1 si le IM bit est plus petit que, le IM entier est plus petit que le JM, et 0 sinon. Donc vous voyez, donc je laisse le soin à quelqu'un d'autre de faire les comparaisons, mais mon algorithme de tri, lui, ne peut faire que des comparaisons. Donc ça veut dire qu'il ne peut accéder qu'à ce type de questions, et dans ce cas-là, on peut montrer qu'il faut au moins n log n comparaison, et on montre comme ça que le tri en n log n est optimal. Donc c'est la méthode pour montrer qu'un algorithme est optimal dans ce domaine. Alors une petite remarque, c'est que dans ce modèle, je ne mesure pas le temps, je ne mesure pas l'espace, je mesure que les requêtes. Donc il faut faire attention, parfois on a des réponses qui peuvent prendre un temps exponentiel, voire encore plus. Mais je suis satisfait lorsque le nombre de requêtes coïncide avec le temps de mon algorithme. Là, j'en déduis que voilà, il faut au moins que je fasse ces comparaisons me coûtent au moins 1, donc j'ai une borne inférieure raisonnable.
Alors, que savons-nous? Beaucoup plus de choses, mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Donc, je rappelle mes notations. Donc, j'ai une fonction. Alors, donc j'ai ce x, donc j'accède à Oracle, et puis j'ai un problème à résoudre. Alors, ici, pour simplifier, je vais supposer que j'ai une fonction en fait, à calculer. Donc, cette fonction prend en entrée le x, qui est grand N bits, donc que j'accède par requête, et doit me rendre un booléen 0,1. Donc, vraiment, j'ai simplifié. Et je vais appeler, donc, je ne vais pas appeler temps espace, je vais appeler complexité en requête de cette fonction en fonction du modèle D, R ou Q, donc D déterministe, R randomisé, donc aléatoire, et Q quantique. Donc j'appelle, par exemple, mon Q de F, le nombre de requêtes qu'il faut faire à l'entrée pour calculer F de X pour la pire des entrées possibles de n bits. Donc c'est toujours dans le pire cas ici. On ne fait pas en moyenne, c'est dans le pire cas. Et bien sûr, comme je suis en quantique ou en probabiliste, je laisse une probabilité d'erreur possible sur les choix probabilistes ou sur les mesures quantiques effectuées, au plus un tiers. Je fixe arbitrairement un tiers, j'aurais pu mettre un quart, parce qu'on sait qu'on peut après diminuer cette probabilité autant qu'on veut. Alors que savons-nous? On sait que le quantique est plus rapide que le probabiliste, qui est plus rapide que le déterministe, bien sûr. Et dans l'autre sens, alors on sait des choses. Et là, je vous mets les derniers résultats, qui dateront de pas très longtemps, on reviendra dessus à la fin. On sait que si j'ai un algorithme probabiliste qui fait un nombre de requêtes t, alors j'ai un algorithme déterministe qui fait un nombre de requêtes t cube. Donc c'est polynomial. Et si j'ai un algorithme quantique qui fait t requêtes, j'ai un algorithme déterministe qui va faire t puissance k requêtes. Donc c'est encore polynomial. Et le lien entre probabiliste et quantique, je ne sais pas faire mieux qu'entre déterministe et quantique. Alors là, normalement, vous me suivez, vous êtes parti avec moi, mais si vous faites une pause, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je peux avoir un gain exponentiel? Alors, la première chose, je peux dire, au fond, j'ai dit que je ne parlais pas de temps. Je ne parlais pas du temps ou de l'espace. Oui, mais souvenez-vous, Dodge, Yoja, Bernstein-Vazirani, tout ça, c'était déjà avec Oracle et j'avais un gain exponentiel. Donc on peut être un peu inquiet de ce que je suis en train de raconter. Et donc, en fait, ici, je m'intéresse à des fonctions totales, c'est-à-dire qui sont définies sur tous les mots de n bits. Pour avoir un gain exponentiel, ces résultats nous disent qu'il faut définir des fonctions qui ne sont pas définies sur toutes les entrées possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut une promesse. Et dans les problèmes type Bernstein-Vazirani, sous-groupe caché, il y avait des promesses. Dans le problème du sous-groupe caché, je vous rappelle, on cherchait la période d'une fonction sur un groupe, et cette fonction était particulière, c'est qu'elle était strictement périodique, c'est-à-dire que modulo la période, elle était bijective. Donc il y avait toujours une contrainte. Donc il y a une hypothèse sur l'entrée. Dans ce cas-là, on peut avoir des gains exponentiels. Ça, c'est aussi intéressant, en termes de requêtes, bien sûr, et c'était le cas de ces algorithmes. Donc ça, c'est intéressant à remarquer, que sinon les gains sont que polynomiaux. Alors comment on montre ce genre de choses? Donc il y a deux grandes méthodes. La première est par adversaire. C'est une méthode que j'affectionne plus particulièrement. Donc, je vais essayer de vous faire passer les grandes idées. Donc je répète juste les hypothèses pour qu'on soit sûr. Donc j'ai mon entrée de n bits, j'ai mon oracle d'accès. Et là, je vais vouloir. Donc Grover, c'est chercher un bit, une position telle que xi égale 1. Donc là, moi, je veux un problème qui envoie mes mots de n bits sur un bit. Donc je vais faire plutôt le OR. Voilà, comment c'est le OU de tous ces bits. Quelle est la complexité en requête de ce problème? Donc, encore une fois, donc Grover, il aurait fallu chercher la position où xi est égal à 1, mais ça ne rentre pas dans mon modèle, donc je simplifie un petit peu le problème. Alors, je suppose que j'ai un circuit à T requêtes qui part de l'état 0, et je suppose qu'en sortie, sur un des bits, je vais avoir la réponse. Je vais pouvoir lire le OU, est-ce que c'est 1 ou 0. Et je suppose qu'il le fait avec probabilité donc au moins 2 tiers. Et puis même comme je peux manipuler facilement l'erreur ici, je ne vais pas m'en priver, je vais dire au moins 1 moins epsilon. Alors, j'ai dit que ça avait un lien avec Grover. Alors, j'explique pourquoi rapidement, parce que c'est facile. Pourquoi je sais résoudre ce problème en au plus racine de n requêtes à mon entrée?
avec Grover, je peux trouver un indice i tel que xi égale éventuellement 1. Donc je vais lancer Grover, et après je vais vérifier que cet indice correspond vraiment à xi égale 1. Parce que si j'ai que des zéros, Grover me donne une superposition sur tous les indices. Donc il faut que je vérifie. Donc, en gros, ça va me coûter racine de n plus 1. Donc je peux effectivement résoudre ce problème de OU en utilisant Grover. Ce problème est en fait un peu plus facile, parce que je ne demande pas quel est l'indice. Donc si je montre qu'il me faut au moins racine de n requête pour ce problème, j'aurais prouvé aussi l'optimalité de Grover. Alors comment prouver l'optimalité de ce genre de choses? Alors là, je représente le circuit de façon le plus générale possible. Donc le circuit a T requêtes à l'entrée. Donc il commence avec, comme je suis par oracle, je n'ai pas besoin de mettre l'entrée X en entrée du circuit, l'accès à l'entrée est par mes oracles. J'ai 3 registres, un pour poser les questions, un pour avoir la réponse et un pour travailler. Il faut que je fasse des calculs. Et de façon schématique, on peut toujours représenter donc comme un algorithme, un circuit quantique comme des opérations avec plein de portes, mais au fond, je me fous là la décomposition des portes parce que je ne regarde pas le temps et l'espace. Donc, une matrice unitaire, indépendante de mon entrée X, puis un appel à mon entrée X, puis une transformation unitaire, puis une requête à l'entrée X, etc. Et je fais ça donc au plus t fois. C'est mon hypothèse. Et je vais montrer que t est au moins racine de n si, ici, sur un des bits, je peux lire le OR, le OU. C'est ça mon objectif. Alors, on va regarder le progrès petit à petit. Donc, notation, je vais appeler psi tx l'état de mon algorithme, juste après la tème transformation unitaire et juste avant la prochaine question. Et puis, il va falloir, alors c'est là que veut dire la méthode par adversaire, on va essayer de trouver des instants difficiles pour l'algorithme. Alors, quelles sont les instances difficiles? Il y en a une que je vais noter vecteur 0, où c'est une chaîne de n bits, tous à 0. Et l'autre que je vais noter parenthèse j, il n'y a que des zéros, sauf en position j. Donc je vais jouer avec mon circuit mathématiquement. C'est-à-dire, si le circuit existe, regardons comment il se comporte. Donc là, c'est de l'analyse maintenant, c'est vraiment de l'analyse. Alors, il faut une mesure de progrès, et je vais regarder le produit scalaire à chaque étape entre l'état de l'algorithme, s'il n'avait que des zéros en entrée, pour x, et l'état de l'algorithme s'il avait cette entrée avec un seul 1. Et je vais faire les produits scalaires selon la position de ce 1. Alors, donc, bien sûr, la grande idée, c'est de définir cette notion. Après, il suffit de dérouler comme vous allez le voir. Alors, au début, qu'est-ce qui se passe au début? Petit t égale 0. Alors, de quel état je parle? Psi 0 est où? Il est ici, là, juste avant la première question. Donc, quel est l'état de l'algorithme? C'est un U0 indépendant de x appliqué à un état partout 0. Donc, c'est le même état pour tout le monde, en fait. Donc, mes produits scalaires sont égaux à 1. Tous mes produits scalaires, parce que c'est les mêmes états. J'ai une somme de n nombres, donc au début, cette quantité vaut n. Regardons à la fin. Alors, à la fin, pourquoi j'ai pris ces entrées? Parce que le OU ici est à 0. Le OU ici est à 1. Donc, en sortie, quand je mets des zéros, je dois très souvent avoir 0 ici. Et pour les entrées, je dois très souvent avoir 1 ici. Ce qui veut dire que les produits scalaires des états en sortie sont quasi orthogonaux. S'ils ont un bit dont ils diffèrent, le produit scalaire est orthogonal. Donc, il faut travailler, mais c'est ce qui est écrit ici. Si la probabilité de succès pour calculer OU est au moins 1 moins epsilon, alors un tout petit peu d'algèbre, je ne vais pas le faire, mais vous pourriez le faire, ce n'est pas très dur, nous donne une relation. Vous voyez, donc, le produit scalaire est de l'ordre de racine carrée de epsilon. Pensez epsilon petit. Mais on a vraiment une dépendance très fine. Et donc, au final, dans ce produit scalaire, tous ces termes sont petits. J'en ai grand N, donc au final, j'ai donc de l'ordre de grand N fois 2 racine de epsilon. Donc, je sais que j'ai quand même une mesure qui au début est de l'ordre de n, et à la fin une mesure qui est, de façon relative, petite.
de l'ordre de racine d'epsilon n. Donc il suffit que je calcule l'écart à chaque saut. Alors en fait, ce n'est pas très difficile. Ça peut faire peur, mais ce n'est pas très difficile. On va le faire ensemble. Donc on va regarder le progrès à chaque question. Donc j'ai mon étape si t de x, et je vais regarder l'écart des produits scalaires que j'ai définis à t plus 1, c'est-à-dire ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai appelé l'entrée par OX et j'ai fait une transformation unitaire. Donc c'est ce que j'écris ici. Donc regardons le produit scalaire. Et bien sûr, j'ai choisi astucieusement mes entrées. Quel est l'oracle lorsque tout est à 0? Ben, comme tous les xi égale 0, l'oracle ne fait rien. Donc c'est l'identité. Ça, c'est agréable. Donc, je vais substituer les définitions de psi t plus 1 avec cette formule, mais je ne vais pas mettre cet oracle-là vu qu'il ne sert à rien, l'identité. Donc là, je me retrouve avec les substitutions. Alors là, j'ai mis une grosse barre, donc c'est la notation bracket qu'on va manipuler, utiliser complètement. Donc ici, le UT est appliqué de ce côté-là, et ce UTO de ce côté-ci. Et là, on voit qu'on a 2 fois UT, et donc les matrices unitaires préservent la norme, le produit scalaire, donc elles s'annihilent l'une l'autre. Donc en fait, je peux enlever UT. Donc ce qui est assez joli, c'est que le produit scalaire, à la t plus 1e étape, est indépendant du calcul qu'on a pu faire, ça c'est quand même assez fabuleux, et ne dépend que de l'oracle qui correspond à la question à cette entrée qui n'a que seul 1 en position J. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est donc le progrès avec le précédent produit scalaire. On y va. Donc, je dois faire la différence entre les deux valeurs absolues. J'ai envie de les mettre ensemble. Ben, j'ai de la chance. Je peux majorer la différence de valeur absolue par la valeur absolue de la différence. Je substitue, parce que là-haut, donc ça tombe bien, j'ai la même chose à ce OJ près. Donc, je me retrouve avec ici un opérateur qui est identité moins cet oracle à l'entrée qui n'a que des zéros partout sauf en position J. Quand je n'ai que des zéros partout, j'ai l'identité. Quand j'ai qu'un seul 1, je ne dois pas être loin de l'identité. Ben oui, on regarde. Si je pose une question qui n'est pas J, alors le bit est à 0 et donc c'est comme si je n'ai rien fait. Donc si je regarde un peu la différence des opérateurs, la plupart du temps, tout s'efface ici. Tout collapse. Donc ne reste que la composante qui pose la question J, exactement là où le bit est égal à 1. Et donc ça, je vais donc l'utiliser. Donc ce que je fais, c'est que ce vecteur-là, il est de norme 1, donc je l'enlève, plus petit que 1. Et je regarde l'application de cet opérateur sur cet état, et je dis que tout s'annule, tout est à 0, sauf la partie de ce vecteur qui pose la question J. Mais ce coup-ci sur le rack 0, vu que j'ai enlevé. Et donc c'est ce que j'ai écrit là. Donc, donc tout s'annule sauf la composante qui pose la question J. Donc comme j'ai deux opérateurs de norme 1, j'ai 1, 2. Et il reste exactement ceci, qui est l'amplitude sur psi t0 du vecteur qui pose la question J à l'oracle où tout est à 0. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est quand même assez fabuleux. C'est qu'on ne reste que cette composante-là. Donc, le progrès, au fond c'est intuitif, se mesure là où on a appuyé, là où ça fait mal, c'est-à-dire là où les oracles sont différents. On a fait une très bonne question. Et là, on a fini. Donc, on met tout ensemble. Donc, au début, ça c'est mon mesure de progrès. Au début, je vaux n, à la fin, je suis à 7i. Et l'écart, si je somme tous les produits scalaires, c'est la somme des amplitudes de poser les différentes questions. 0, 1, 2, 3, etc. Et toujours sur le même oracle. Et là, ça ne fait pas 1, parce que ce n'est pas les probabilités. Si c'est des probabilités, ça ferait 1. Donc ça ne fait pas 1. Donc il faut utiliser le fait quand même qu'on a des vecteurs unitaires. Donc si j'avais pris la norme euclidienne, ça aurait fait 1. Si j'avais fait la somme des alpha carrés, ça aurait fait 1. Donc je vais faire un Cauchy-Schwarz. Donc le Cauchy-Schwarz, je l'ai fait ici. Donc je fais apparaître la somme des amplitudes au carré qui est au plus 1, vu que j'ai un vecteur unitaire. Et apparaît donc un 4n, et quand je fais la racine carrée, il me reste 2 racines de n. Donc, on part de n,
On arrive à quelque chose qui est petit, le saut à chaque fois est au plus racine de n, donc il faut racine de n étape. Vous ne pouvez pas le faire en moins de racine de n étape. Et c'est ce que je dis ici, avec une dépendance même assez fine en epsilon. Et donc on vient de prouver que Grover était optimal. Il y a un peu de calcul, pas tant que ça, il faut partir du bon modèle, et il y a une intuition derrière, et on va voir que cette intuition a pu servir pour d'autres choses que du modèle de calcul quantique. Alors, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Alors, je vais parcourir quelques autres exemples. Donc, la parité. La parité, hein, on peut savoir s'il y a un nombre pair de 1. Donc, ça revient à dire la somme des xi modulo 2. Est-ce qu'on peut faire la même chose? En fait, oui, une fois qu'on a la bonne intuition de ce qui est difficile ou pas. En fait, ce qui était important tout à l'heure, c'est qu'on n'avait changé qu'un seul bit pour passer d'une instance de ou à 0, de ou à 1. Donc on va garder cette idée-là. Et effectivement, on peut se rendre compte que si on modifie un seul bit, on change la parité. Donc quelque part, la parité est très sensible. Et donc, on va faire ce coup-ci une somme de tous les états possibles avec un oracle x et un où on a changé le jm bit. Comme au début, l'état initial est même pour tout le monde, donc cette fonction W est grande, à la fin, les parités sont différentes, donc les sorties des circuits doivent être différentes, donc les états doivent être quasi orthogonaux, donc on est petit. Reste à prouver maintenant que l'écart reste petit à chaque étape. Alors on y va, et c'est vraiment juste j'ai tenu à le faire parce qu'on va voir comment on peut généraliser ce qu'on a fait avant, avec, je pense, peu d'efforts. Donc comme tout à l'heure, les transformations unitaires s'en vont. En revanche, je ne peux pas enlever mon oracle qui agissait sur le vecteur partout 0 parce que je n'ai plus le vecteur partout 0. Okay. Mais ces oracles-là, vous vous rappelez que je dis que l'oracle, je l'avais défini de la forme xi, b va sur b plus xi pour que ce soit réversible. Comme ça, quand on fait deux fois la même question, on revient au départ. Donc, c'est ce qui va se produire ici. Si je pose une question sur un bit où les deux entrées sont égales, quand je regarde le produit des deux opérateurs, c'est comme si je n'avais pas posé de questions. Donc, ce qui est assez joli, c'est que le produit de ces deux opérateurs de questions, où là j'ai mon x et là j'ai modifié mon x sur le jm bit, c'est mon opérateur de question de tout à l'heure, en supposant que tous les bits sont 0, sauf le jm. Et donc je peux utiliser ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc l'écart de produit scalaire, ça va être ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, cette quantité est quasiment toujours à 0. Alors je vais faire un peu finement, je ne vais pas dire j'enlève un des états, il est de norme 1, je vais le garder. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste cet opérateur que j'applique à gauche et à droite, parce qu'il est auto-adjoint, ça c'est un détail technique. Et donc il va me rester ici que l'amplitude de poser la question J sur l'oracle X, et ici de poser la question J sur l'oracle où j'ai modifié le JM bit, et j'ai ce produit d'amplitude. J'en ai un petit peu plus que tout à l'heure, mais c'est plus petit, donc je vais essayer d'exploiter ça. Conclusion, l'écart est la somme de tous ces produits. Alors c'est un petit peu plus subtil, parce que là, ici, j'ai une dépendance J. Okay. Néanmoins, je vais utiliser le fait que le produit est plus petit que la somme au carré, enfin la somme des termes au carré, hein, simplement parce qu'on dit que A moins B au carré, c'est positif, pour faire apparaître ma norme euclidienne et faire apparaître des nombres plus petits que 1. Alors, il faut travailler maintenant un peu les termes qu'il y a dans la somme, et je retrouve un gain au plus exponentiel, 2 puissance n plus 1. Et là où j'ai gagné, c'est que je n'ai pas le facteur grand N devant. Et donc, sur ce problème, on va arriver qu'il faut un nombre de questions au moins linéaire. Alors, je voulais vous le montrer parce que c'est un problème où le quantique ne sert à rien en termes de requête, parce qu'il y a un algorithme déterministe qui simplement lit les bits 1 à 1, calcule la parité au fur et à mesure, temps linéaire, espace très petit, donc un registre pour maintenir le bit qu'on questionne et le résultat de la parité. Et le nombre de requêtes est optimal. On se rend compte qu'il y a ici quand même une méthode. On n'a pas envie de faire ces calculs à chaque fois. Hein, il y a une méthode. Et donc, c'est ce qu'ont réalisé les gens. Donc, il y a une méthode complètement combinatoire que n'importe qui peut utiliser sans connaître le quantique. Donc, c'est maintenant une sorte de jeu combinatoire.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en relation des entrées qui étaient difficiles. Et donc là, le modèle, c'est de mettre donc un petit peu plus contraint pour pouvoir plus facilement le manipuler. On met à gauche les entrées où la fonction, là c'est grand F bien sûr, où la fonction vaut 0. À droite, les entrées pour lesquelles la fonction égale à 1. Et on met une arête lorsqu'on a envie de considérer le produit scalaire, si vous voulez. Donc on veut les tester les unes avec les autres. Donc ça, c'est la relation des instances difficiles. Et puis, il y a une autre relation qui est intéressante, c'est les instances difficiles, mais qui sont différentes sur le im bit. Quelque part, c'est les entrées où je fais un progrès parce que j'ai posé une question où je fais une différence. Et on en fait un graphe, et il suffit de regarder ce graphe. Il suffit de regarder le degré à gauche, s'il est au moins une certaine valeur grand M, si le degré à droite est au moins une valeur M', et si, maintenant, quand je regarde la relation contrainte où j'ai forcé que mes entrées diffèrent en un certain bit, si le degré, ce coup-ci, n'est pas trop grand, L et L', automatiquement, vous avez une borne inférieure en nombre de requêtes. Et vous pouvez refaire la preuve que j'ai faite avant, uniquement en utilisant ça. Je vous ai donné à chaque fois, au fond, quelle était la relation. Donc ça, c'est agréable. On l'applique très rapidement sur un autre exemple, qui est le problème de majorité. Donc je veux savoir s'il y a plus de 0 que de 1. Okay. Donc là, j'ai fait un petit exemple. Donc ma relation, je l'ai écrite, que c'est toujours un peu de cette forme, c'est qu'on va imposer que x et y ne diffèrent que dans un seul bit. S'ils diffèrent en plein de bits, ça va être facile de différencier. Donc on voit qu'il y a un peu d'intuition dans la construction ici. Et donc, je prends les x de majorité 0, les y de majorité 1, et je demande qu'ils diffèrent d'un seul bit. J'ai fait un exemple avec 11 bits. J'espère ne pas m'être trompé. Donc là, j'ai pris 11 bits. Normalement, j'ai un peu plus de 1. Et on voit que le degré, ça va être donc 6. C'est toutes les fois où je vais modifier un 1 en 0. Voilà. Donc on voit que m et m', le degré à gauche ou à droite, va être de l'ordre de n sur 2. Inversement, si je vous dis, par exemple, ici ou là, vous devez modifier le 4e bit, alors il n'y a qu'une seule valeur, c'est celui-là. Donc, le degré des relations contraintes, c'est 1. Je fais ma formule, mm' sur ll', racine carrée, ça me fait n. J'ai terminé. Bien sûr, j'aurais pu refaire tout le calcul d'avant, mais là, je n'ai pas besoin. Vous pouvez vous entraîner à regarder la fonction k-seuil, c'est regarder combien est-ce que j'ai au moins k1. C'est une fonction importante en lien avec le comptage, et ça permet de montrer que la complexité de comptage quantique, c'est de cet ordre-là. Donc voilà, c'est des problèmes vraiment utiles. Et donc la communauté a développé ce type d'outils. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce type d'outils ont été utilisés aussi après en probabiliste. C'est qu'on a fait un peu l'abstraction de ce calcul par chemin, comme j'ai fait en première partie du cours. Et le fait de penser différemment les problèmes a permis de développer des méthodes comme celle-ci qui ont amélioré les méthodes probabilistes existantes. Ça, c'est assez intéressant. Alors, ce qui s'est passé pour moi de façon encore plus surprenante, c'est que ces bornes inférieures ont permis de trouver des algorithmes. Alors, quand vous faites des algorithmes, au fond, il y a toujours un aller-retour entre bornes inférieures et algorithmes. Vous trouvez un algorithme, vous espérez que c'est le meilleur, vous essayez de prouver que c'est le meilleur dans le modèle par requête, vous n'y arrivez pas, vous voyez pourquoi vous n'y arrivez pas, ça vous donne une idée pour améliorer votre algorithme. Mais là, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, donc vous allez voir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce graphe que je vous ai défini ici, au fond, tous ceux qui font un peu des graphes, ça, au bout d'un moment, on a envie de mettre des poids sur les arêtes, un peu comme des distances. Donc, vous pouvez le faire. Donc, prenons du coup une matrice à taille exponentielle. Les poids sont positifs ou nuls. Et puis, on a envie de dire que quand x est en relation avec y est en relation avec x avec le même poids. Et puis, bien sûr, on ne veut pas mettre des gens en relation lorsque la fonction, on cherche à prouver une borne inférieure pour la fonction. Donc, il faut que la fonction prenne des valeurs différentes.
Et puis, il y a ma contrainte. Hein, je ne veux pas mettre en relation, je veux garder que les entrées qui diffèrent en IM bits. Donc, je ne mets pas un poids quand le IM bit est le même pour X et Y. Donc là, c'est simplement la même génération. C'est juste la formalisation de, de mon dessin d'avant avec des poids. Et il y a cette borne inférieure qui est quand même très jolie, qui s'appelle borne spectrale. Donc, on a regardé la norme d'opérateur de ces matrices. Et cette norme d'opérateur, donc c'est pour la norme euclidienne. Donc, pas la peine de regarder en détail. C'est intéressant, c'est qu'il y a des valeurs spectrales. Ici, on commence à rentrer dans les propriétés spectrales de notre problème, des propriétés donc algébriques. Et ça reste une borne inférieure sur la complexité en requête. Beaucoup d'autres méthodes ont été construites. J'ai moi-même fait des liens avec la complexité de Kolmogorov et la borne inférieure. Et il y a eu un très joli résultat en 2005 qui a mis un peu tout le monde d'accord. En fait, on faisait tous la même chose. Donc, toutes ces méthodes sont équivalentes. Puis en 2007, au fond, c'était évident, ça nous a mis un peu de temps. Très beau résultat de Hoyer-Lispalek. Il dit, mais on est en quantique. En quantique, qu'est-ce qui fait la puissance du calcul quantique? C'est les nombres négatifs. Si vous prenez une matrice avec des entrées positives. Donc, mettons des poids négatifs. Donc, supprimons cette contrainte. Ça a l'air évident, la preuve est extrêmement difficile maintenant. Mais ça reste bon. Donc, ça, c'est quand même très joli. Et plus que ça, c'est que cette méthode que j'ai remise là-haut, hein, j'ai simplement remis la méthode, maintenant qu'on a relâché un petit peu les contraintes, on peut regarder cette méthode d'un point de vue programmation semi-définie, et on peut regarder le dual. Et il se trouve que le dual est un algorithme. Et ça, c'était une surprise. Et ce qui veut dire que cette méthode est optimale. C'est-à-dire que la meilleure borne inférieure que vous pourrez prouver correspondra au meilleur algorithme. Et effectivement, donc ça c'est d'abord, les gens se sont rendus compte de ça avec des objets qui s'appellent des SPAL programmes, qui étaient, vous voyez, définis bien avant le calcul quantique, donc qui étaient développés pour le calcul algébrique. Ces SPAL programmes se trouvent donc être une solution. Et là, donc, on commence à boucler un peu les choses, comment on prouve ce genre de choses avec des marches quantiques qu'on a entrevues. Donc, de nouveaux algorithmes ont été définis à partir de ça. Donc, on rentrait un petit peu dans une ère un petit peu théorique parce qu'on avait perdu le temps et l'espace. On regardait vraiment plus que la requête, le nombre de requêtes. Néanmoins, vous pouvez montrer que si vous avez une formule logique à n variables et chaque variable vous l'utilisez exactement une fois, alors la complexité c'est racine de n requêtes tout le temps. En classique, il y a plein de variabilités possibles. En quantique, toujours racine de n. Heureusement, de là sont arrivés d'autres formalismes plus intuitifs où on a récupéré la notion de temps et espace. Donc là, je cite juste les noms. Ce qui est intéressant, c'est de voir la progression en termes d'années. Donc 2012, 2017, on parle de learning graph, où on récupère le temps et l'espace, mais on perd l'optimalité. Donc ce n'est plus des algorithmes forcément optimaux. Mais le cheminement est intéressant. Le développement de bornes inférieures a permis de développer de nouveaux algorithmes. Donc ça, c'était la... J'en ai fini avec les méthodes par adversaire, mais si vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que toutes ces complexités en requête, déterministes, probabilistes et polynomiales quantiques étaient reliées de façon polynomiale. Donc je vais vous présenter pourquoi. On va faire très peu de calculs. On est sur la fin. Donc je remets mon circuit. Et le théorème, assez fabuleux, c'est que si je regarde la probabilité ici de mesurer 1, donc là j'ai mis par exemple OR, mais ça aurait pu mettre n'importe quelle fonction grand F. La probabilité d'observer 1 ici se trouve être un polynôme. Un polynôme, on peut toujours dire un polynôme si je ne mets aucune contrainte. Un polynôme, alors quelles sont ces variables? Les bits de mon entrée, que je vois comme des réels, c'est que des 0 1, mais je vois ça comme des réels. Et le degré, regardez, il est relié au nombre de requêtes, au plus de t. Et comme c'est la probabilité de voir 1. Et moi, ce que je veux, c'est calculer ma fonction. Quand ma fonction vaut 1, la probabilité de voir 1 doit être proche de 1. Quand ma fonction est 0, la probabilité de voir 1 doit être proche de 0. Ce que je suis en train de dire, c'est que le polynôme en sortie ici, ma probabilité, est proche de la fonction. Est proche, donc, le taux d'erreur.
et ce polynôme est de degré donc, au moins 2t. Donc un algorithme, au plus de t. Donc un algorithme quantique me donne un polynôme qui approche ma fonction. Et ça, c'est un sujet très important qui a été en fait, beaucoup étudié bien avant les ordinateurs quantiques. Donc c'est assez joli, c'est une belle connexion. Et donc, on a envie de mesurer cette quantité, donc on appelle le degré de la fonction avec erreur epsilon, ben c'est le degré du plus petit polynôme qui approche la fonction. Et donc, excusez-moi, ici, il fallait mettre epsilon. Et je vous ai dit que c'est quelque chose qui a déjà été étudié. Effectivement, quand je mets epsilon égale 0, alors j'ai une borne inf sur la complexité en requête déterministe. C'est quelque chose qui a été étudié. Lorsque je mets epsilon égale 1 tiers, eh ben, voilà, là, il faut que je divise par 2, je tombe sur la complexité donc, quantique, je viens de l'énoncer, on va voir pourquoi. Mais aussi, on savait déjà que c'était une borne inf sur la complexité en requête probabiliste. Donc on voit ici déjà qu'on peut comprendre, peut-être de façon plus intuitive, pourquoi cette méthode de borne inférieure par polynôme n'était pas optimale en probabiliste, simplement parce qu'il y avait le quantique au milieu. Et on savait des choses déjà. On sait que le degré de la fonction OR, sans erreur, c'est au moins racine de n, et avec erreur, 1 tiers, c'est aussi au moins racine de n. En fait, c'est une autre preuve que Grover est optimal. Et donc, dès qu'on arrive avec des polynômes, il y a toute une théorie qu'on peut utiliser, algébrique, et notamment les liens entre les coefficients des polynômes, son degré, les zéros des polynômes. Donc il y a un mélange algèbre-analyse qui est très riche qu'on peut utiliser. Alors ce que je voulais faire, c'est quand même justifier pourquoi on avait un polynôme, parce qu'au fond c'est très simple. Alors pourquoi on a un polynôme? Supposons que notre état, à un instant donné, est de cette forme, est une superposition. Donc I, c'est la requête, B, c'est là où on met le résultat, W, c'est mon espace de travail. Donc à un certain moment, je suis dans cet état-là. Et regardons l'effet d'une requête. Alors je l'ai écrit, hein, l'effet d'une requête, le B s'en va sur B plus XI. Donc ça, c'est toujours une superposition avec de nouveaux coefficients. Et je veux montrer que les coefficients sont des polynômes. Donc je regarde juste l'effet d'une requête. Eh bien, si xi égale 0, c'est comme si j'avais rien fait. C'est ce que je vais exprimer ici. Si xi égale 0, j'ai rien fait. Si xi égale 1, eh ben, j'ai un décalage. Et c'est ce que j'exprime ici. Donc, vous voyez, ça c'est ma relation polynomiale, une requête. Alors vous allez me dire, il y a les transformations unitaires. Alors, on a pris un peu l'habitude qu'elle ne devait pas servir à grand-chose de ce point de vue. Effectivement, une transformation linéaire, pareil, si j'ai mes bêta, mes alpha avant et mes bêta après, c'est justement une matrice, donc c'est une somme, une combinaison linéaire des amplitudes, mais indépendamment de l'entrée. Donc je ne change rien sur la dépendance en x, c'est juste remélanger les choses, mais de façon uniforme pour tout le monde. Donc au final, au bout de t requêtes, chaque amplitude va être un polynôme de degré de le nombre de requêtes. Alors pourquoi j'ai dit 2t? Parce que j'ai dit, je regarde la probabilité de regarder un bit, pas une amplitude. Et donc il faudra que je somme les amplitudes au carré qui correspondent à la valeur que ce premier bit soit égal à 1. Et donc j'ai un carré qui arrive ici dans ma somme, d'où le 2t. Ouais, donc, vous voyez, la preuve, ce n'est pas ici quelle est la difficulté. La difficulté, c'est de prouver après que le degré doit être grand. Alors, je ne vais pas le faire, mais il est intéressant de savoir ce qui existe, d'autant plus que je vous ai dit que c'était des choses qui ont été étudiées depuis bien longtemps. Alors, je vais essayer, les deux derniers transparents, présenter tout ce qui est connu, en fait, et c'est à jour, sur les complexités en requête, déterministes, probabilistes et quantiques. Et donc cela fait intervenir des quantités que je ne vais pas définir, comme la bloc sensitivité. Mais c'est intéressant de voir le schéma de preuve. Donc pourquoi? Donc, en fait, depuis 1989, on sait qu'il y a une relation plus cubique entre déterministe et probabiliste. Donc la preuve est en deux étapes. La première, on montre que s'il y a une bloc sensitivité de la fonction donnée, alors j'ai un algorithme déterministe cubique en cette quantité. Et cette quantité se trouve être une borne inférieure sur la complexité en requête. Et là, on peut prouver ça avec des polynômes, par exemple. Donc après, on montre que le degré est au moins...
on peut s'intéresser du coup le lien aussi entre le degré et la complexité en requête. On a dit que le degré avec une erreur était plus petit que la complexité en requête. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre sens? On a une dépendance puissance 6. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'encore une fois, cette quantité, bloc sensitivité, est à l'intermédiaire. Donc conséquence de ces deux choses-là, c'est que on sait que le quantique fait mieux que le probabiliste, que le déterministe, mais le déterministe est borné, que je me remette, et le déterministe est plus petit que le probabiliste, qui est plus petit que le degré à la puissance 6, et le degré à la puissance 6, c'était une borne inf du quantique. Donc on met tout ça ensemble, et on obtient cette relation au plus puissance 6. Alors je vous ai promis puissance 4. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, on en sait un petit peu plus juste avant. Sur le cas déterministe, il y a cette relation intéressante, qui est que si on regarde, parce qu'au fond dans le déterminisme, on ne devrait pas regarder le degré approché, on devrait regarder le degré avec erreur 0. Et bien, j'ai une relation assez jolie entre cette bloc sensitivité et le degré. Et donc pour améliorer cette dépendance, il faudrait améliorer la connaissance entre le degré et le degré approché. Et c'est quelque chose qui vient d'être résolu il y a 2 ans. C'est la sensitivity conjecture résolue par Wang. Alors, je n'ai pas écrit ici la sensitivity conjecture ici, mais une étape de la preuve consiste justement à relier le degré approché à une autre quantité qui s'appelle la sensitivité. Et c'est en 2019. Et là, moi, j'aime à penser qu'il y a déjà une intuition quantique qui est derrière, mais qui n'est pas exprimée, notamment parce qu'on considère des matrices avec des poids négatifs, ce qu'on ne faisait pas avant dans ce genre de méthode. Mais bon, c'est vu un peu de loin. Ce qui a été fait l'année dernière, c'est de réaliser dans cette preuve qu'il y avait une autre quantité qui était naturelle, une quantité d'origine spectrale. Alors, ce n'est pas le même lambda que tout à l'heure, mais c'est une quantité d'origine spectrale, qui reliait, en fait, qui venait se glisser entre les deux. Donc en fait, on peut réécrire la preuve de la sensitivity conjecture comme étant une borne supérieure du degré exact par cette quantité spectrale. Et qui dit quantité spectrale dit il doit y avoir un lien avec la complicité en requête quantique. Et c'est ce qui a été réalisé l'année dernière. Et donc déjà, dans la preuve de Wang, ensuite, il fallait bien sûr relier cette propriété spectrale avec la sensitivité. Ce qui a été réalisé l'année dernière, c'est qu'en fait, on pouvait l'étendre à la complicité en requête. Et ce qui a été réalisé quelques mois après, c'est qu'on pouvait revenir au degré approché. Donc on voit tout le cheminement avec l'influence réciproque. Et donc au final, ce qu'on sait et qui était ouvert, on ne savait pas encore il y a 2 ans, enfin il y a 1 an, c'est que le degré du meilleur polynôme qui calcule exactement la fonction est au plus le carré du meilleur polynôme qui calcule avec une erreur donnée, 1/3, la fonction. C'est assez joli, et ce qui est important pour nous, c'est que ça nous donne cette dépendance quatrième. Alors, est-ce que c'est fini? Alors, donc ça, c'est un versant de la recherche. L'autre versant, c'est trouver des exemples, parce que c'est plus petit ou égal. On a vu qu'il y a des fonctions pour lesquelles, comme parité, où en fait c'est la même chose. Donc des fois c'est égal, des fois c'est puissance 4, mais est-ce qu'on a des fonctions pour lesquelles c'est puissance 4? Alors, ce qu'on sait pour le moment, c'est ce qui est écrit là. Donc, est-ce que ces relations sont optimales? Donc, la question, c'est maintenant, ce n'est pas trouver une relation qui marche pour toute fonction, mais trouver une fonction pour laquelle cette relation est optimale. Et donc, avant 2015, on ne savait pas grand-chose. Donc, la meilleure séparation était due à Grover. Donc, c'est le cas pour calculer le OR. Donc, dans le cas du OR, en fait, là, on avait la même complexité, et là, on avait un gain quadratique. La meilleure séparation probabiliste était due à, on appelle ça un arbre de type min-max, qui est utilisé parfois dans des théories pour faire des meilleures stratégies de jeu au Go ou aux échecs, qui se modélise simplement par un arbre logique où chaque porte est une porte non et. Et c'est quand même quelques années qu'ont été étudiées ces complexités, et c'était la meilleure séparation connue. Vous voyez, c'est même pas 2, c'est 1,32. Ça, c'était avant 2015.
Donc vous voyez là, 20 ans sans progrès, et là je ne compte même pas. Ce n'est pas 20 ans, c'est 16 ans. Et après 2015, donc, il y a eu un article assez exceptionnel de Goss, Pitassi et Watson, qui n'a pas parlé tout de suite de complexité de la communication, mais ce qu'il a fait, là ça revient avec le début du cours, c'est qu'il a montré comment on pouvait relier la complexité des fonctions totales avec les fonctions partielles. Donc les fonctions partielles ont des gains exponentiels. Est-ce qu'on peut transformer ces gains exponentiels en de meilleurs gains polynomiaux? Donc l'année qui a suivi, donc, un groupe d'experts, ici plus quantiques, a réalisé ces exponentiels et a donc montré qu'effectivement c'était possible, dans le cas de la complexité en requête, d'utiliser ces gains exponentiels. Alors, bien sûr, on n'aura que des gains polynomiaux, mais de meilleurs gains. Et voici où on en est. Et le dernier résultat date encore une fois de l'année dernière. Donc une séparation quadratique entre le déterministe et le probabiliste, une séparation puissance 4 entre le déterministe et le quantique, et une séparation quantique entre le probabiliste et le quantique. Donc ça, c'est des séparations explicites. Donc des fonctions, donc en fait elle est différente parfois, ici, ce n'est pas forcément toujours la même, mais on voit qu'on n'a pas le maximum. Donc on a le maximum uniquement entre le déterministe et le quantique. Voilà, donc cela conclut mon cours. Donc j'ai mis un certain nombre d'articles en lien avec le cours qui balayent vraiment l'ensemble des thèmes abordés, donc dans l'ordre, je les ai abordés. Donc les deux premiers parlent de la simulation, la difficulté de simulation d'un calcul quantique. Le premier, plutôt des fondations théoriques, avec certaines conjectures, classes de complexité. Le deuxième, regarde explicitement ce qui se passe lorsqu'on autorise certaines erreurs. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est une équipe française qui a fait ça à Grenoble. Ensuite, complexité en requête, donc il y a ces travaux qui parlent de la méthode par adversaire, avec cette unification, puis passage par les points négatifs, jusqu'à la réalisation qu'au fond, on a le dual qui est un algorithme, et une nouvelle méthodologie. Enfin, les derniers résultats que j'ai présentés qui permettent d'avoir les meilleurs résultats connus donc, actuellement en termes à la fois de relation et de séparation pour la complexité en requête. Et donc je vous invite bien sûr à regarder le séminaire du cours pour poursuivre avec André Chailloux d'autres réflexions à ce sujet-là, donc de comparaison de complexité classique et quantique et voir où on en est dans la séparation en pratique. Merci, je m'arrête là.